Bon Dieu mes chats, dans quoi je me lance? Nous y sommes. La vidéo qui va me mettre dans la fachosphère. La vidéo qui va faire de moi un méchant. Qui va faire de moi une personne horrible. Terminé les soirées cookies chez Ginger Force à parler de féminisme. Terminé les soirées cosplay chez Meaz déguisées en nostalgia critique. Raison de plus pour le faire en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où nous allons parler d'un sujet que je trouve intéressant. Pourquoi le progressisme ne marche pas au cinéma? Si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu mon flop 15 de l'année 2019, vous avez vu que plusieurs films qui se trouvaient dans ce flop étaient des films qui voulait aborder un message progressiste. Et bien que j'ai conscience que ça me fait passer pour ce que je ne suis pas, j'ai tenu à insister en début de ce flop pour expliquer que le progressisme n'était pas ce qui me posait problème dans ces films. Du moins l'intention. Et d'ailleurs, en fait, la question pourquoi le progressisme ne marche pas au cinéma est une mauvaise question. Du moins, elle est mal formulée parce que il existe des films à caractère progressiste qui sont d'excellente qualité et qui marchent bien au cinéma. Seulement, depuis quelque temps, les studios de production ont voulu un petit peu se servir des courants SJW et autres courants extrêmes dans le progressisme pour pouvoir se faire du pognon en se donnant une belle image. En gros, voilà un schéma de comment ça se passe. Bon les gars, on va faire comme d'habitude, on va exploiter une licence des années 80. Mais cette fois-ci, je veux qu'il y ait un succès au box-office. Alors, des suggestions? On pourrait bourrer le film de messages progressistes inutiles à la va comme je te pousse et jouer à fond là-dessus pour montrer qu'on est gentil. Et comme les gens, pour ne pas passer pour des fachos, ne vont pas nous critiquer, on peut embaucher n'importe quel yes man comme réalisateur. Ça nous fera des coups en moins. Et donc on n'essaierait pas de faire une bonne histoire originale? Le truc, c'est que le public ne se laisse pas pigeonner parce que il voit bien que ce que veulent faire les studios de production, c'est cacher la médiocrité d'un film sous couvert d'un message progressiste qui est mal maîtrisé en général. Bon, t'as toujours des vidéastes qui se croient intelligents à défendre le film pour son message progressiste, mais bon. Mais arrêtez de dire que ce film est mauvais! On s'en fout que ce soit mal monté! On s'en fout que le scénario parte dans tous les sens! Ce qui compte, c'est que le film montre des femmes tabasser des mecs! Et qu'il montre aussi des noirs tabasser des blancs! Ça doit vous suffire! Je suis gentil! De toute façon, les films de ce genre se reconnaissent facilement, puisqu'en général, ce sont des films qui, lorsqu'ils sont à leur phase de marketing, qui doivent se vendre sur leur bande-annonce, sur la publicité ou sur les interviews dans la presse, jouent à fond la carte du progressisme en laissant un peu de côté les autres aspects du film. Ce film est tellement antiraciste que lorsque vous le verrez, vous foncerez vous faire bronzer pour devenir racisé. Ce film est tellement pro-féministe que lorsque vous le verrez, vous aurez envie de vous arracher les couilles pour ne plus être un homme. Ce film est tellement pour l'homosexualité que lorsque vous le verrez, vous aurez envie d'aller sucer des bites. Achetez nos films! En général, ça trompe pas, c'est bien un signe que le film va être merdique, mais qu'il se sert du progressisme pour essayer de se rattraper. Le truc, c'est que lorsque le film se plante, en général, les studios de production vont continuer à exciter les idéologies extrémistes en disant que si le film s'est planté, ce n'est pas parce qu'il est de mauvaise qualité, non, c'est que le public est composé de fachos qui ont voulu descendre le film. Et j'aurai quelques exemples à vous donner par la suite. Et comme j'en ai un petit peu marre qu'on nous fasse passer pour des fachos chaque fois qu'on n'a pas aimé un film à message progressiste, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer c'est quoi un bon film progressiste et qu'est-ce qui le distingue d'un mauvais film progressiste. Et là où l'objectif de cette vidéo tombe extrêmement bien, c'est que l'année dernière, nous avons eu un exemple typique sur chacun des cas. Deux films assez différents, mais aussi similaires dans ce qu'ils proposent.
Mesdames et messieurs, pour différencier un bon film d'un mauvais film qui veulent tous les deux se montrer progressistes, laissez-moi vous introduire les challengers. Dans le coin gauche se trouve Dr. Sleep. Dans le coin droit se trouve Terminator Dark Fate. Je vous laisse deviner qui est le bon et qui est le mauvais. Les deux films sont très différents, mais aussi très similaires dans ce qu'ils nous proposent, à savoir reprendre une licence qui date des années 80-90, Terminator pour l'un, Shining pour l'autre, nous proposer une suite directe des bons films, Dr. Sleep étant la suite de Shining et Terminator Dark Fate la suite maintenant officielle de Terminator 2, et les deux nous proposent un message progressiste de diversité, notamment en remplaçant un héros homme blanc par une femme racisée. Et comme nous allons le voir, si Terminator Dark Fate fait de la merde, Dr. Sleep fait extrêmement bien le traitement de son message, et nous allons voir pourquoi. Tout en prenant d'autres films qui sont sortis récemment en exemple, bien sûr. Social justice, 1, 2, 3. I wanna be PC. It's just the way to be for me and you. Your hateful slurs are through. I call wee-wee on you. We'll fight until you're PC black and blue. On va commencer par parler du point que je trouve le plus important dans un film, à savoir son histoire. Et pour le coup, nous allons voir si le message progressiste s'intègre bien à l'histoire, s'il est pertinent, ou s'il est totalement forcé et que ça gâche ce que l'on nous raconte. Dans Terminator Dark Fate, c'est totalement forcé, notamment sur l'histoire et les raisons pour lesquelles on remplace John Connor par Daniela. Déjà pour ce point, c'est totalement incohérent. Dans le film Terminator Dark Fate, donc, John Connor se fait buter dès le début du film. On reviendra sur ce point plus tard. Et ce n'est plus Skynet la menace principale. Donc Skynet, je vous replace, c'est une intelligence artificielle qui contrôle le monde, qui contrôle une armée de Terminators et qui, pour éviter la naissance de la résistance, envoie des Terminators dans le passé. Donc voilà, Skynet n'est plus là. Et aujourd'hui, donc dans Terminator Dark Fate, le méchant principal, c'est Légion. Légion, qui est une intelligence artificielle, qui contrôle le monde dans le futur, qui a une armée de Terminators dans le futur, et qui, pour empêcher la naissance de la résistance, envoie des Terminators dans le passé. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pourquoi effectuer ce remplacement si c'est pour au final raconter la même chose? Pourquoi effectuer un changement d'élu si la menace est la même? Le changement de héros n'apporte absolument rien à l'histoire. Enfin si, ce n'est plus Skynet, donc une intelligence artificielle qui avait un nom d'intelligence artificielle, mais c'est Légion, une intelligence artificielle qui a un nom d'Apocalypse. Vous avez pas retenu la leçon avec Genesis, les mecs. Surtout qu'en plus, ça casse le fil rouge des Terminators. Je veux dire, dans tous les autres Terminators, même les mauvais, John Connor est le fil rouge de l'histoire. C'est lui qui monte la résistance, c'est autour de lui que l'humanité porte son histoire, c'est donc normal qu'il soit central à la saga Terminator. Comme je l'ai dit, même les mauvais films l'ont compris. Et en gros, ce que fait Terminator Dark Fate, c'est juste dire « Non, au final, c'est de la merde, on jette ça à la poubelle et on replace le héros. » Sans raison. Enfin, sans raison. Si, il y a une raison. Pour forcer l'introduction d'une héroïne racisée dans la saga Terminator. En gros, dans Terminator Dark Fate, on a forcé l'histoire pour s'adapter au militantisme. Ce qui nous donne une histoire de merde. Comment ça se passe dans Dr. Sleep? Eh bien, déjà, un point qui change radicalement les choses, la menace est réellement nouvelle. On passe d'un hôtel qui a une espèce d'intérêt pour le Shining et donc qui nourrit un intérêt pour Danny Torrance à un groupe de ghouls qui veut
absorber le Shining chez tous les enfants du monde. La menace est réellement nouvelle. Là, il est pertinent de changer de héros. Surtout que l'on montre que Danny Torrance ne peut plus être le héros de l'histoire, parce qu'à cause de son traumatisme compréhensible à cause des événements du Shining, eh bien, il est devenu alcoolique, il commence à devenir une épave, et on nous montre qu'il n'a plus les capacités à être le héros. En gros, le changement de héros se fait d'une manière logique pour l'histoire. Et donc, c'est le beau moment et la bonne occasion d'introduire un nouveau héros, ou plutôt une nouvelle héroïne, en la personne de Abra, une enfant qui intéresse les ghouls déjà parce que c'est une enfant, mais aussi parce qu'ils ressentent très vite qu'elle a un très gros Shining, et donc que c'est une très grosse source de nourriture. Et un point qu'on ne relève pas, mais qui est assez essentiel, je trouve, c'est que le rôle d'Abra aurait pu être joué par n'importe qui. Et le fait que ce soit un personnage qui aurait pu être joué par n'importe qui est encore plus féministe et antiraciste qu'un film comme Terminator Dark Fate qui veut absolument jouer sur ces points. Pourquoi ? Très simple. Je vais rendre à César ce qui est à César et laisser parler Moisy de la chaîne Anal Génocide. Pourquoi est-ce qu'un rôle de femme tenu par une femme, mais où il n'est pas fait référence de son sexe, ne serait pas féministe? Je vais t'expliquer un truc. Oh ma boule. Il y a des actrices noires qui ont écrit un livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Tu l'as lu? Non, moi non plus. Mais moi, par exemple, je me suis renseigné parce que moi, je m'intéresse à des gens qui ont une opinion contraire à la mienne. Tout simplement parce que c'est intéressant. Ça permet d'éviter de faire des hommes de paille. Oui. Alors qu'est-ce qu'elles disent, les filles? Eh bien, elles se plaignent que dans le cinéma, on ne leur offre pas de rôle à la hauteur de leur talent. Bon, on va formuler ça autrement. En gros, elles aimeraient avoir des rôles qui ne soient pas des rôles de femmes noires. Elles aimeraient juste des rôles, des bons rôles, bien écrits, sans qu'on fasse forcément référence à leur sexe ou à leur couleur de peau. C'est-à-dire que si jamais il y a un rôle de femme et qu'on ne précise pas sa couleur, bah qu'elle puisse aussi y accéder. Et il y a un exemple très bête, c'est Le Sens de la Fête. Tu connais Le Sens de la Fête? Tu l'as vu, Le Sens de la Fête? Hein? Vous n'êtes pas obligé de le voir, c'est pas un super film, mais c'est tout à fait regardable, on va dire. Dans Le Sens de la Fête, il y a un rôle assez important de femme, et cette femme est jouée par une actrice noire. Il n'est jamais fait référence dans le film au fait qu'elle soit noire, et c'est ça qui est intéressant pour l'actrice, c'est-à-dire qu'en fait, on lui permet d'accéder à un rôle, entre guillemets, intéressant, sans qu'elle soit réduite à sa condition de noire. Et on peut faire le même raisonnement avec les femmes. Pour donner un exemple de bon film, tu prends Alien. Il paraîtrait qu'au début de l'écriture du scénario, le personnage de Ripley, joué par Sigourney Weaver ensuite dans tous les films, était au départ prévu pour un homme. Et le côté féministe du film, c'est d'avoir donné ce rôle à jouer une femme dans un film de science-fiction horrifique, parce que les femmes aussi, si jamais n'est pas fait référence que le héros soit spécifiquement masculin, peuvent interpréter des héros. Tu comprends? C'est féministe. Oui, ma boule. Et au passage, je vous recommande cette chaîne bien entendu, bien que je ne sois absolument pas d'accord avec la quasi-totalité de ce qu'il dit. Et donc, ça permet de revenir sur le fait que le militantisme doit s'adapter à l'histoire. Dans Dr. Sleep, on s'en fout de ce qu'est le personnage d'Abra, donc on peut en faire une héroïne racisée. On n'a pas forcé l'histoire à s'adapter à un certain message. Ce qui nous permet de comprendre que ce n'est pas le message, que ce n'est pas le militantisme qui gêne, c'est la manière dont c'est fait. Comme je le dis, l'histoire de base doit être un terreau fertile au militantisme. Pas l'inverse. Si tu veux bien faire passer ton message, il faut que ce message soit adapté à ton histoire. Si l'histoire après est un terreau fertile au militantisme, là effectivement on peut y aller comme on veut. Comme exemple récent, je peux aussi citer Les Figures de l'ombre. C'est un film qui raconte comment 3 femmes noires ont un peu révolutionné la recherche spatiale. Chacune à leur manière. Ici, nous sommes dans un film qui est ouvertement féministe et antiraciste, et dont l'essence même de l'histoire est ce militantisme. Donc effectivement, le film peut se lâcher comme il veut sans que ce soit spécialement dérangeant. Mais attention, il ne faut pas abuser non plus. Ce n'est pas parce que l'essence même de ton histoire est le militantisme que ton militantisme doit devenir un message bête et méchant. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait dans Black Christmas de 2019. Après, je ne dis pas, il y aura toujours des gens pour gueuler sur le message progressisme, même quand ce n'est pas mérité. Je prends par exemple la trilogie Star Wars, où tout le monde a gueulé parce que Rey était l'héroïne du film, alors que ni son genre ni son sexe n'est soulevé dans l'histoire. Et puis entre nous, j'aime beaucoup le personnage de Rey dans Star Wars.
surtout pour sa relation avec Kylo Ren. D'ailleurs, ça tombe bien parce que nous allons maintenant parler de personnages. Your hateful slurs are through. I call wee wee on you. We'll fight until you're PC black and blue. La comparaison au niveau des personnages entre Terminator Dark Fate et Dr. Sleep est d'autant plus pertinent que chacun des deux films nous propose 3 personnages féminins. Commençons donc par Terminator Dark Fate qui nous propose comme personnages féminins Grace, Daniela et Sarah Connor. Grace est, disons-le, la moins pire des 3. Le fait qu'elle soit hyper puissante n'est pas dérangeant puisque c'est une humaine améliorée et elle n'apporte rien de spécialement incohérent ou de détestable à l'histoire. Il y a juste ces répliques qui sont hyper mal écrites, mais ça, on y reviendra plus tard. Vient ensuite Daniela, qui est une Mary Sue. Alors oui, désolé, on va encore me reprocher de dire qu'un personnage féminin fort est une Mary Sue, mais là, le terme est approprié. Et à toutes les personnes qui vont me dire « Ouais, on n'a jamais utilisé le terme Gary Sue pour parler d'un gars super fort », c'est totalement faux. Il suffit de s'y connaître un peu. Je signale juste qu'il y a toute une série de nanars avec Chuck Norris et Steven Seagal, dont le reproche principal est que justement les personnages de Chuck Norris et de Steven Seagal sont des Mary Sue. Je veux dire, il y a un mème de Chuck Norris qui est là-dessus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et si Mary Sue est une expression qui revient de plus en plus souvent, c'est peut-être parce qu'en ce moment, les producteurs qui veulent absolument vendre sur le progressisme ne proposent que des personnages Mary Sue. Réfléchissez à ça. Alors, pourquoi Daniela est une Mary Sue ? Très simple. Avant l'arrivée de la menace, Daniela était une fille modèle. C'était la fille qui portait la famille sur ses épaules, qui soutenait son frère, qui soutenait son père, qui préparait les repas, qui financièrement tenait toute la famille, qui était la force depuis que la mère avait disparu et qui, après la menace et après avoir perdu accessoirement toute sa famille, devient une fille badass en quelques jours, as de la gâchette et qui peut tout raconter et on la croit. Et qui bien sûr deviendra la nouvelle élue qui dirigera la résistance dans le futur. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Donc, à part avoir toutes les qualités du monde et être un personnage plat, Daniela est un personnage qui n'a quasiment aucun défaut. C'est genre la femme parfaite. Et pour répondre à un certain MJ qui, aux surprises, a défendu Terminator Dark Fate, parce qu'en ce moment, il veut absolument défendre tous les films progressisme, même si ce sont des films médiocres et extrêmement mal écrits, tout en niant la transidentité des personnes transgenres qui ne sont pas d'accord avec lui, mais ça passons. Ce cher MJ, disais-je, a voulu défendre Terminator Dark Fate en comparant Daniela à Sarah Connor de Terminator 2, en se croyant intelligent de faire ça, et en disant « Oh, elle n'est pas qu'une Mary Sue, ça ne vous dérangeait pas, une femme forte, ça vous dérangeait pas !» Alors déjà, c'est bien joli de comparer Daniela à Sarah Connor de Terminator 2, mais il y a juste un petit point que les défenseurs de cet argument ont oublié. Un tout petit point. Avant Terminator 2, il y avait Terminator 1. C'est fou, hein ? Il paraît que, scientifiquement parlant, le chiffre 2 vient après le 1. Comment est Sarah Connor dans Terminator 1 ? Eh bien, Sarah Connor, c'est un personnage faible. Et c'est normal qu'elle soit faible. Pas parce que c'est une femme, non. Parce qu'elle découvre la menace. Parce qu'elle n'a pas été préparée. Et honnêtement, on n'est pas préparé à ce que des machines venues du futur viennent nous tuer. Donc effectivement, Sarah Connor dans Terminator 1, c'est un personnage faible parce qu'elle découvre la menace et qui prend conscience qu'à l'avenir, elle doit devenir plus forte. Et entre Terminator 1 et Terminator 2, il se passe 12 années. 12 années durant lesquelles elle s'entraîne, même quand elle est à l'asile, elle s'entraîne au maniement des armes, elle s'entraîne physiquement, elle entraîne même son fils, elle développe même une certaine névrose au point de vouloir absolument tuer tout ce qui bloque son passage.
Donc oui, c'est normal qu'elle soit une femme badass, as de la gâchette, dans Terminator 2. Ça s'appelle une évolution logique de personnage. Et ce n'est pas parce que c'est une femme badass, as de la gâchette, qu'on en fait une femme parfaite. Non, Sarah Connor, dans Terminator 2, elle a des défauts. Par exemple, avoir développé une certaine psychose au point d'être prête à tuer un père de famille sous les yeux de ses enfants. Par exemple. Donc voilà pourquoi Sarah Connor de Terminator 2 est un bon personnage féminin et pourquoi Daniela est une Mary Sue. Et au passage, bien tenté de dire « Ah, mais dans Terminator 3, elle meurt hors champ, ça dérange personne. » Je te rappelle que tout le monde a détesté Terminator 3, à juste titre. Donc, MJ, ferme-la. Et à ceux et celles qui vont me sortir, oui, mais Sarah Connor est présente dans Terminator Dark Fate, et pourtant on a gueulé alors qu'elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Alors, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, vous connaissez peut-être pas assez Terminator 2, vous vous en souvenez pas, vous avez du mal à analyser le film, mais Sarah Connor a un traitement merdique dans Terminator Dark Fate. Déjà, elle est incapable de protéger John Connor au début du film. Rien que ça, ça flingue toute son évolution de Terminator 2. Ensuite, elle est introduite comme un Deus Ex Machina dans le film. Genre, on m'a envoyé un SMS pour m'indiquer où le Terminator était apparu. Sauf que le Terminator n'était pas apparu à l'endroit où elle arrive. Et elle a des répliques de merde qui rendent le personnage antipathique. On va y revenir. En bref, le traitement de Sarah Connor dans Terminator Dark Fate, c'est une catastrophe. Point final. Et donc, si on fait un résumé global, tous les personnages féminins principaux de Terminator Dark Fate sont extrêmement mal écrites. Tous les personnages d'ailleurs, mais bon, là on se focalise sur le côté progressiste. Alors, comment ça se passe dans Dr. Sleep? Eh bien, comme je disais, nous pouvons distinguer 3 personnages féminins également, à savoir Abra, Rose Chapeau et Andy la Vipère. La moins développée des 3 et peut-être la moins intéressante est Andy la Vipère. Je dis qu'elle est moins intéressante parce qu'elle perd de son aura quand elle devient un membre du groupe de Rose Chapeau. Elle devient un ennemi plus lambda. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement sans intérêt. Bon, déjà, elle explicite un peu plus le message féministe du film, puisqu'elle est un piège, un prédateur. Mais en plus de cela, elle permet d'introduire ce qui peut arriver aux personnes qui intéressent le groupe de Rose Chapeau autrement que source de nourriture. Et comme elle est brillamment écrite comme étant une saloperie, elle reste quand même un personnage assez intéressant. Parlons maintenant du personnage de Abra, qui représente un personnage féminin fort, mais qui n'est pas une Mary Sue. Alors, personnage fort, on va pas détailler plus que ça, c'est un personnage dont la puissance surpasse celle de Danny Torrance et de Rose Chapeau, c'est pour ça qu'elle intéresse cette dernière d'ailleurs. Mais pourquoi n'est-elle pas une Mary Sue pour autant? Très simple. D'abord, sa puissance n'est pas gratuite, elle s'entraîne pendant plusieurs années dès qu'elle découvre son pouvoir, rien que par la communication avec Danny Torrance, qui est une forme d'entraînement qui dure sur plusieurs années. Et si elle est badass face à Rose Chapeau, c'est parce qu'elle a conscience de sa puissance. Ce n'est pas une Daniela qui, en quelques jours, devient une as de la gâchette. Et même si elle sait à quel point elle est puissante, ça ne l'empêche pas de se dire qu'elle a besoin d'un guide. Elle a conscience d'entrer dans un domaine qu'elle ne connaît pas, qui est totalement nouveau pour elle et qui peut être très effrayant. D'ailleurs, sa puissance ne l'empêche pas de se faire traumatiser à distance par une scène de torture. Et c'est même pour cela qu'elle va demander de l'aide à Danny Torrance, pour la guider dans ce monde, pour l'aider à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière la maîtrise du Shining, et même parfois pour la sauver. En bref, là où Daniela de Terminator Dark Fate est une Mary Sue, Abra est un personnage féminin fort et complet, et intéressant. Mais parlons du meilleur personnage féminin du film, voire même le meilleur personnage du film. Rose Chapeau. Ce qu'il y a de très intéressant chez elle, c'est que même si elle n'est pas une antagoniste surpuissante, elle reste quand même un ennemi qui fait froid dans le dos. Par son charisme, sa froideur, sa détermination
mais surtout son sadisme. C'est le genre de personnage auquel on n'a pas envie d'être confronté, et qui en reste un ennemi extrêmement puissant, même si Abra la domine tout le long du film. Et en même temps, les motivations de Rose Chapeau sont compréhensibles. C'est une mère. Elle veut sauvegarder sa famille, leur trouver de la nourriture. C'est un personnage de mère qui se couple avec un personnage sadique et démoniaque. C'est une combinaison qui s'harmonise bien dans le film. En résumé global, les personnages féminins de Dr. Sleep sont tous très intéressants. Et c'est ce que devrait proposer un film qui se revendique progressiste. Des personnages intéressants. Le militantisme d'un film ne doit pas se faire par des discours creux. Il ne doit pas se faire en proposant des coquilles vides sur lesquelles on ne met aucun défaut juste pour faire passer un message. Le traitement des personnages, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que, par exemple, Wonder Woman est un film bien plus féministe que Captain Marvel, et aussi un meilleur film, parce que Wonder Woman a bien travaillé ses personnages. Peut-être aussi parce que Gal Gadot est plus sympathique que Brie Larson. Et c'est pour ça qu'un film comme Birds of Prey ne doit pas être publicité pour son féminisme. Parce que sérieusement, à part Harley Quinn sur lequel Margot Robbie avait un contrôle, vous avez vu les autres personnages féminins ? Entre une gamine qui sert de prétexte au scénario, un personnage qui reste passif tout le long, tu ne sais pas pourquoi, un personnage qui a l'air de ne pas savoir ce qu'il fout là, et un personnage qui ne sert à rien sinon qu'à forcer le message progressiste et donc à faire perdre le film en subtilité, on se pose là, hein? Et justement, je parlais de subtilité, nous allons parler d'un aspect qui manque énormément chez les films qui veulent se revendiquer absolument progressistes, la subtilité. Your hateful slurs are through. I call wee wee on you. We'll fight until you're PC black and blue. Alors quand je parle de subtilité dans le progressisme d'un film, faut le voir sur deux niveaux. Sur le film lui-même bien sûr, mais également sur son marketing. Et c'est là où on vient au problème que je dénonce et où vous l'aurez deviné, Terminator Dark Fate est un excellent exemple. Déjà au niveau marketing, Tim Miller, dans sa grande subtilité, a annoncé en interview « Si vous n'êtes pas pour le féminisme, ce film va vous faire peur, car ça va vous montrer un personnage féminin mais fort ». Alors déjà, venant du mec qui a réalisé les Deadpool, dont le 2 se moquait des SJW et se comportait exactement comme les trolls qu'il croit dénoncer, Poupougne. Mais en plus, vous le sentez, le coup de com' foireux qui est là pour vous faire un chantage à la bonne conscience. Le coup que tous les producteurs, marketeurs et tous ceux qui ont travaillé sur ce film veulent faire, soit pour vous inciter à aller voir le film, sinon vous êtes des sales misogynes, ou bien ne pas porter la responsabilité de l'échec d'un film. Parce qu'évidemment, quand leur film se plante, qu'est-ce que ce genre de personne va sortir ? Que c'est l'aspect progressiste qui a énervé, qui a rebuté, parce que le public n'était pas prêt au progressisme. Mais bien sûr, renforcé par certains influenceurs qui vont te dire « Oh là là, si ça vous plaît pas, c'est parce que vous êtes misogyne. » Encore une fois, ce mec a même défendu Birds of Prey. Par contre, pour défendre un de tes contradicteurs alors qu'il se fait insulter sur son autisme, là, passons. Vous vous souvenez, j'ai évoqué plusieurs fois des répliques merdiques. Et ben c'est là. On a le personnage de Grace qui, alors qu'elle sort d'une table de médecins sur lesquels il y a gardé des radiographies, ce genre de choses, va dire à ces mêmes médecins « Vous regardez mes parties intimes sans mon consentement ». Je vous avais autorisé à regarder mes parties intimes. Et on a une Sarah Connor qui va sortir une réplique totalement forcée du style « C'est ton ventre qu'ils veulent, c'est ton fils, tu seras la mère du prochain homme, du prochain sauveur du monde. Tu le sens comment je force sur la masculinité du sauveur ?» J'ai deviné, ça y est. Danny donne naissance au seul homme qui saura gagner ce combat. Non, Danny, le danger, c'est pas toi.
C'est ton ventre de future mère. Ça me va. Autant qu'une autre fasse Marie, mère de Dieu, pour une fois. Ce qu'il a fait pour une connasse hystérique qui ne se préoccupe plus de sauver le monde, mais qui se préoccupe de qui va sauver le monde. Et aussi pour faire genre, oh là là, mais non, mais c'est Daniela, la sauveuse du monde, c'est elle l'élu, parce qu'on ne va pas se laisser piéger par le cliché du fait que ce soit une femme. Mais en plus, c'est limite si le film ne te dit pas que c'est une honte d'être une mère. Genre, le film qui se comporte comme un SJW de Twitter qui va critiquer les femmes qui veulent devenir mères. Et je suis pas le seul à avoir fait cette remarque. John Connor, spoiler, being killed at the very beginning of the film. So basically what they did, they make you care about this character and think that he's important, and then, you know, you're invested on this character. And now, guess what? Because he's a man, he cannot be the leader anymore. So we're just gonna kill him off in the worst possible way we can. We're not gonna give him a line. And not only that, we're gonna have his mother regret motherhood, because, you know, that is not something that you should be proud of. Because that's another thing they did to Sarah Connor that kind of pissed me off. You know, there is a line in the movie where she talks about, oh, the womb. It's not you that important, Danny, it's your womb. Because she assumes Danny is gonna give birth to the man that is gonna save the world, like she did. And I was like, this is just so out of character for Sarah Connor. She was not badass because of motherhood. No, she was a badass because she fought and killed a Terminator, you know. And no, they shame the fact that she's a mother because, oh my God, how dare a woman, you know, dream of having a kid, because that's not female empowerment. So Du côté de Dr. Sleep, ça va être simple. Est-ce que le film a communiqué sur son côté féministe? Est-ce qu'un des membres de l'équipe a dit notre film est vachement féministe, si vous n'allez pas le voir, c'est que vous êtes misogyne? Est-ce qu'à un quelconque moment, le film Dr. Sleep s'est vendu sur son féminisme? La réponse, non. Parce qu'il n'en avait pas besoin. Et que c'est pour ça que ça n'a dérangé personne. Parce que contrairement aux boos qui veulent absolument se vendre sur leur côté progressisme, Dr. Sleep s'est vendu sur ses qualités. Ses vraies qualités. Et il s'est vendu. Le film a très bien marché sans avoir besoin de mettre en avant son côté progressiste. Et c'est ce que devrait faire tout film qui se respecte. Se vendre sur ses vraies qualités. Et ne pas chouiner en mode si mon film ne marche pas, c'est parce que le public est sexiste. Pas vrai, Elizabeth Banks, pour ton film Charlie's Angels. Un film doit avoir des qualités qui ne se vendent pas sur la morale, mais des qualités objectives. À part peut-être si l'histoire effectivement fait appel à la morale. Si le militantisme est vraiment central à l'histoire, si l'essence de l'histoire est le militantisme, comme je le disais. Je veux dire, si vous prenez des films comme Scandale, Proxima ou Les filles du Docteur Marsh, ce sont des films qui se sont vendus effectivement sur leur message féministe, parce que l'essence même de leur histoire était féministe. Mais, même si l'essence de l'histoire d'un film est féministe, il doit avoir des qualités propres. Et c'est pour ça que ces trois films sont très bons, je vous les recommande. Ce sont des films féministes qui se sont vendus sur le féminisme, mais qui avaient quand même leur qualité. Et oui, je vous les recommande vraiment, ce sont trois bons films. Puis le fait aussi que ce soit des films féministes qui ne se sentent pas obligés de massacrer les hommes, on va y venir. D'ailleurs, maintenant, le message féministe par rapport aux hommes. Your hateful slurs are through. I call wee wee on you. We'll fight until you're PC black and blue. Un aspect qui me dérange beaucoup chez pas mal de ces films progressistes, c'est le rapport qu'ils entretiennent avec l'homme blanc, hétéro, cisgenre. Comme je l'ai dit, Dr. Sleep et Terminator Dark Fate ont remplacé tous les deux un héros homme blanc par une femme racisée. Et comme vous l'avez sans doute deviné, l'un l'a fait de manière merdique. Terminator Dark Fate a buté John Connor dès le début du film. Dès les premières secondes. C'est censé être la suite de Terminator 2. Et tous les films Terminator, comme je l'ai dit, ont pris comme fil rouge John Connor. Même les plus mauvais l'ont compris. Et, objectivement, il n'y avait aucune raison
de remplacer John Connor par un autre personnage. Surtout que Terminator Dark Fate était la suite directe de Terminator 2. Du coup, John Connor était un petit peu censé être encore le gamin adolescent. C'est dans cet état qu'il se fait buter. Et même, mettons, on remplace John Connor par une héroïne racisée. Pourquoi le faire crever comme une merde? C'est du putain d'irrespect envers le personnage dans votre histoire. Et en gros, c'est ce que je reproche à ces films progressistes. Ils ne sont pas rassembleurs. Terminator Dark Fate a jeté son fil conducteur aux ordures. Ils l'ont fait crever comme une merde parce que c'est le genre de film qui ne se veut pas rassembleur. Ce genre de films veulent diviser. Ce genre de films veulent diviser. Ils veulent diviser les hommes et les femmes. Ils veulent diviser les hétéros et les non-hétéros. Les personnes blanches et les personnes non blanches. Non, ce film n'est pas rassembleur. Ils veulent provoquer un conflit. Un conflit entre deux personnes qui pourraient avancer ensemble contre les classes dominantes. Mais ça n'intéresse pas les gens qui sont derrière Terminator Dark Fate. Des films comme Charlie's Angels, The Hate You Give, Black Christmas de 2019 ou Terminator Dark Fate, ce sont des films qui veulent provoquer un conflit, qui provoquent, qui veulent se vendre sur leur progressisme alors que ce sont des films médiocres, mais qui en plus ont un message de haine, pas un message rassembleur, un message de haine, presque criminel. Et c'est là où je félicite encore plus des films comme Dr. Sleep. Parce que comment ça se passe dans Dr. Sleep? C'est Danny Torrance qui transmet le rôle de héros à Abra. Quand on s'est rencontrés la première fois, je t'ai dit qu'il fallait te cacher. Éviter de te faire remarquer. Et mettre ton Shining en veilleuse. Mais j'avais tort. Brille à Braston. Brille. Parce qu'il a conscience qu'il ne peut plus le faire, parce qu'il a combattu ses démons, parce que son arc est terminé. Et qu'il a conscience qu'il doit laisser les jeunes générations devenir des héros. Et c'est ce genre de film qui doit être acclamé pour ce côté progressiste. Des films comme Green Book, Les Misérables, Black Landsman ou Dr. Sleep. Parce que dans chacun de ces films, le ou les héros sont rassembleurs avant tout. Et si le film a un message progressiste, c'est un message qui essaie de comprendre tous les points de vue, qui cherche pas spécialement à créer un climat de haine, mais qui cherche à rassembler, qui cherche à comprendre tous les points de vue, qui cherche à donner des messages qui rassemblent. Et bien évidemment, ce sont des films que les SJW vont accuser d'être oppressifs. Bien évidemment. De toute façon, même quand un film cherche à dénoncer subtilement les choses, ça ne le plaît pas. Est-ce que vous connaissez le film remake Ghost in the Shell? Ce film avait pour but de dénoncer le whitewashing, à savoir remplacer des personnages d'origine non blanche par des personnages blancs. Dans le film, ils avaient pris comme personnage principal Scarlett Johansson, alors que ça se passait au Japon. Mais c'était le but pour dénoncer le whitewashing. Parce que dans Ghost in the Shell, si c'est Scarlett Johansson qui interprète le personnage principal, c'est parce que l'humaine qu'elle était avant a été formatée, qu'elle a été détruite, qu'on lui a fait perdre ses racines et que ça a eu un impact destructeur sur elle. Car le personnage était japonais de base. Mais devinez quoi ? Ghost in the Shell a été accusé de whitewashing. La dénonciation était trop subtile pour ces gens-là. Bon. Passons à la conclusion. Le but de ces vidéos, c'était pas de dire qu'il faut arrêter le progressisme. Ce n'est pas non plus de dire que le progressisme au cinéma, ça ne marche pas. Non, le but de cette vidéo est simple. Montrer qu'un message progressiste ne fait pas un bon film. Un film doit être de bonne qualité avant tout. Il doit être acclamé pour sa qualité, non pas pour ses messages. Et donc, si vous n'avez pas aimé un film à message progressiste, ne culpabilisez pas. Ça peut être pour des tonnes de raisons autres que c'est parce que c'est un film à message progressiste. Contrairement
Parce que veulent vous faire avaler les marketeurs, les producteurs, qui veulent vous dire « Ah, si vous n'avez pas aimé ce film, c'est parce que vous êtes misogyne. » Ne vous faites pas avoir par ce chantage à la bonne conscience. Parce que ce genre de personnes, ce seront les mêmes qui se tairont hypocritement dans des affaires Mila, qui feront de la dénonciation calomnieuse envers des gens comme Mehdi Haïfa. Ce seront des gens qui fermeront les yeux sur de vrais actes, qui n'oseront pas agir. Mais vous savez quoi? Il y a de l'espoir. Je veux dire, déjà, comme je l'ai dit, le public ne s'y trompe pas. Et quand un film veut absolument se vendre sur son progressisme, en général, ils voient très bien que c'est de la merde, et donc ce sont des films qui font des bides. Terminator Dark Fate n'a pas marché, Birds of Prey n'a pas marché, je peux citer des tonnes d'exemples de films qui n'ont pas marché et qui ont voulu se vendre sur leur progressisme. Et évidemment, on a eu les producteurs et les marketeurs qui ont chialé à la fachosphère, ce genre de choses. Bref, des réactions habituelles, quoi. Mais ce qui me donne encore plus d'espoir, c'est parce que de plus en plus, la majorité silencieuse de ces luttes progressistes se réveille et commence à voir que ce sont des personnes qui font de la merde avec leur lutte. Récemment encore, il y a eu sur Twitter un hashtag pas en mon nom qui a permis à la majorité silencieuse des luttes LGBT de dire que tous les SJW qui se sont appropriés leur lutte, qui ont voulu lancer des messages non à l'hétérosexualité ou des ACAB, ils ont voulu protester contre ça. Et ça a été une bonne chose. Ça a permis de montrer que les SJW ne sont qu'une minorité brillante. Et ça a même resensibilisé certaines personnes aux problématiques liées aux violences homophobes. Donc oui, il y a de l'espoir. Et je dois faire une petite confession. C'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. C'est les 2 fois où j'ai tourné cette vidéo, j'étais haineux. J'étais agressif. J'insultais, j'étais extrêmement violent. Bon, j'ai lâché quelques pics dans cette vidéo, mais beaucoup moins que les 2 premières fois. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Depuis quelque temps, le climat sur Internet est instable. Il n'est plus propice au débat. Et j'ai un petit peu envie d'au moins contribuer à un certain changement de ce climat. J'aimerais que les réseaux sociaux redeviennent un lieu où on peut discuter, même si on n'est pas d'accord, même si on est totalement opposé sur ses avis. J'ai envie de recréer un climat où on n'a plus besoin de s'insulter, on n'a plus besoin de se mépriser pour parler de certaines choses. Pendant très longtemps, j'ai hésité à aborder des sujets politiques sur ma chaîne parce que j'étais encore fougueux, j'étais encore hargneux sur ces sujets et donc j'ai hésité pas à être violent. J'ai envie de changer ça. J'ai envie de passer à un climat plus sain. Et c'est pour ça que je retourne pour la 3e fois cette vidéo. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre, il n'y a pas de souci. J'espère avoir pu exprimer mon point de vue sur le sujet en étant le plus calme possible et en vous invitant le plus possible à débattre. Parce que c'est en débattant, c'est en discutant, même si on n'est pas d'accord, qu'on arrêtera de faire le jeu de tous ces SJW ou même de la fachosphère. J'ai beaucoup parlé des SJW, c'est vrai, mais ne croyez pas que je n'exclus pas la fachosphère dans l'histoire. Bref, c'est en discutant qu'on pourra montrer que tous ces extrêmes qui s'expriment ne sont qu'une minorité bruyante. Et il est temps de faire taire cette minorité bruyante qui depuis quelques années déjà fout la merde à ce niveau-là. Voilà, c'était ma vision sur le progressisme au cinéma, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!